Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Catherine Fallon. Joël Ficette. En 2014, le congrès de l'Association belge francophone de sciences politiques, ABSP, qui se tenait à l'Université de Liège, avait choisi comme thème général la notion de crise en politique, politique de crise, crise du politique. Cet intitulé faisait notamment référence à la crise financière de 2008 et aux changements structurels consécutifs à celle-ci, dont la nature et l'étendue étaient encore méconnues. Il posait également la question des fondements de la légitimité du politique en période de crise. À ces moments charnières, les responsables politiques doivent démontrer une capacité à produire un discours donnant sens aux moyens mobilisés pour agir et peser sur le cours des événements. En tant qu'analystes et évaluateurs des politiques publiques, nous étions pour notre part intéressés par les changements en cours, non seulement dans la rhétorique politique, mais aussi dans la pratique des gestionnaires publics. Nous nous sommes proposés d'analyser les réformes néo-managériales au sein de l'administration, au regard de leur possible contribution à une résolution, ou une aggravation de la crise de la démocratie. Notre connaissance du terrain nous en effet a mené à constater que la généralisation du recours aux instruments du New Public Management, NPM, au nom de l'efficacité, de l'efficience et ou de la transparence de l'action publique, impose de reformuler la question du lien entre démocratie et administration. Simultanément, si l'on fait le pari de la nécessité de repenser les fondements de l'action publique pour en renforcer le caractère démocratique, il convient de porter attention à ce que le NPM nous révèle sur les transformations de la notion de démocratie dans un espace politique de plus en plus complexe et technocratique, où le contrôle des citoyens sur les autorités publiques par la voie représentative, aujourd'hui largement considéré comme défaillant, peut être renforcé par les nouveaux dispositifs de responsabilisation des agences publiques ou de participation du public. Ce dernier constat nous a amenés à considérer les instruments néo-managériaux dans leur matérialité comme des marqueurs des mutations de l'exercice légitime du pouvoir politique. Reprenant à leur compte l'idée selon laquelle les instruments d'action publique IAP ne sont pas neutres mais traduisent dans leur conception et leur fonctionnement un ensemble de valeurs politiques ainsi qu'un rapport spécifique entre l'État et la société, nos auteurs ont tenté par le biais d'études de cas touchant des secteurs diversifiés de l'action publique d'explorer les dimensions de ces mutations et d'évaluer la capacité des dispositifs néo-managériaux à améliorer, non seulement l'efficacité de l'administration, mais la qualité de la relation entre pouvoir public et citoyen. L'originalité de l'approche proposée ici pour aborder cette question est le parti pris d'ancrer la réflexion sur le sens politique de la managérialisation des administrations et des politiques publiques, dans une analyse concrète et critique des instruments du NPM, des conditions de leur genèse et de leur application, des discours et valeurs qui les sous-tendent et les légitiment, et des conséquences ou effets pervers de leur mise en œuvre. Il s'agit de dépasser l'analyse de la rationalité technique des instruments pour présenter, au plus près du terrain, le développement de nouvelles pratiques, les stratégies et la rhétorique des acteurs, ainsi que la transformation des cadres organisationnels. Peut-on voir émerger de nouveaux modes d'exercice du pouvoir du fait de la généralisation des dispositifs néo-managériaux? Et ces modes s'inscrivent-ils dans une logique démocratique? Les auteurs sont des spécialistes de secteurs divers de l'action publique, mais chacun d'eux est bien touché par la vague néo-managériale. La police, le contrôle de qualité de la chaîne alimentaire, la politique de soutien aux activités sportives, la santé. Ils se sont rencontrés pendant 2 jours à l'Université de Liège, et ce livre est le fruit de présentations et de discussions qui les ont tous rassemblés lors de ce congrès de l'ABSP en 2014. Joël Ficette introduit l'ouvrage par une réflexion générale sur la dimension normative des réformes administratives d'inspiration néo-managériale, et pose la question de la compatibilité entre l'esprit de ces réformes et les principes de la démocratie libérale. Les instruments propres au NPM ont en effet pour vocation première de renforcer l'efficacité de l'administration publique, et s'inscrivent ainsi dans une rationalité instrumentale. Le régime démocratique renvoie quant à lui à une rationalité en valeur, orientée vers la résolution de problèmes collectifs placés sur l'agenda des autorités désignées par voie d'élection. Une administration dirigée par les principes néo-managérialistes
risque de se concentrer sur des objectifs de court terme. Elle en arriverait dès lors à considérer les citoyens comme des clients ou des actionnaires, à savoir des acteurs égoïstes et engagés dans une recherche de bien-être individuel, négligeant de ce fait la dimension collective de ses missions. De nombreux instruments du NPM, notamment dans le monde anglo-saxon où de vastes pans des administrations publiques ont été privatisés ou quasi-privatisés, peuvent prêter le flanc à de telles critiques. D'autres, toutefois, sont explicitement mis en avant comme vecteurs de démocratisation. Ainsi, de nouvelles exigences en matière de transparence de l'administration et de l'information du public complètent aujourd'hui des processus de délibération ou de participation des citoyens au cœur de l'action administrative. Il est dès lors important de faire un état des lieux de ces instruments et de leur application concrète. Appauvrissement ou enrichissement de la démocratie ? Les chapitres suivants sont regroupés en 2 sections. La première s'intéresse aux injonctions managériales et à leur confrontation aux logiques professionnelles dominantes du secteur d'action publique concerné, à l'hôpital, dans les services de police, dans les fédérations sportives. La seconde partie met en évidence des réformes orientées plus directement non vers les gestionnaires mais vers les citoyens, dans une logique d'encouragement à la gestion participative et à la transparence publique. Julien Rawan analyse la transformation d'une administration fédérale belge en charge de la régulation des risques. Plusieurs crises dans les années 1990 dans le secteur alimentaire ont amené à définir à nouveau frais les pratiques de régulation de l'État face aux opérateurs privés, avec le souci d'établir une relation de confiance entre partenaires et d'assurer une meilleure transparence de l'action publique. Rawan présente un secteur engagé dans un mouvement de réforme dont les éléments centraux sont l'uniformisation et la quantification de l'inspection. Il s'agit de planifier et de rationaliser le fonctionnement des services et en même temps d'assurer l'égalité de traitement entre les opérateurs, l'objectivité dans l'inspection, dans un souci de transparence et d'accountability de l'action publique. Les nouveaux instruments managériaux sont intégrés par les inspecteurs de terrain, qui dénoncent néanmoins la diminution de leur autonomie professionnelle. Rawan place ces tensions entre logique managériale et professionnelle à travers les comportements et discours des fonctionnaires et des managers locaux, moins dans une tentative de dénonciation de pratiques déprofessionnalisantes, que dans un souci de reprofessionnalisation de l'administration contemporaine. Le chapitre d'Alice Croquet est consacré à la réforme des institutions policières belges, qui trouve son origine dans l'affaire Dutroux, qui en 1998 secoua le pays et mit à l'agenda politique les dysfonctionnements et l'opacité des services de police dans cette affaire. Croquet parle de révolution plutôt que de réforme. Un nouveau système de police intégré a été mis en place, traduisant une nouvelle politique de sécurité dans un dispositif supposé apporter à l'institution policière belge efficacité d'une part, transparence et responsabilisation politique de l'autre. Pour analyser l'effet de cette réforme sur les services de police locaux, elle a pris comme point d'entrée de son analyse un dispositif spécifique, qui la met précisément en œuvre au niveau local depuis une dizaine d'années, les plans zonaux de sécurité, PZS. Elle analyse un tel dispositif dans une zone de police de la région flamande. Les PZS s'inscrivent dans le nouveau cadre de référence intégrateur pour la culture policière belge, excellence dans la fonction de police. L'auteur analyse le rôle joué par ce dispositif pour concrétiser une exigence de contrôle des activités et du fonctionnement des services, et les transformations localement engendrées par le jeu des acteurs de terrain et d'encadrement. La politique sportive elle aussi a connu son tournant stratégique, rappelle Géraldine Zeimers dans la 3e étude de cas. Elle analyse un changement récent de la politique belge de soutien au sport de haut niveau, et ce faisant, met en évidence les mutations d'un réseau d'action publique, constitué d'un pôle administratif limité et d'un foisonnement de fédérations et d'organisations associatives locales, associant permanents salariés et bénévoles, acteurs publics et privés. Un des éléments marquants de cette politique est en effet le rôle crucial joué par les clubs et fédérations, qui à travers de leurs missions tant sportives que sociétales, interagissent avec les pratiquants mais aussi avec les acteurs économiques et les pouvoirs publics. C'est à travers l'analyse d'un nouveau dispositif de financement et de gestion stratégique, les plans-programmes, que l'auteur tente de comprendre les nouvelles relations d'agence qui se jouent entre fédérations et administrations mais aussi avec les clubs et associations de base.
La spécificité des systèmes de santé et leur structuration autour de la double polarité du dispositif assurantiel et de la corporation médicale. L'étude d'Ali Sopadzian met en évidence l'inscription d'un changement majeur d'orientation politique dans des mécanismes de financement du système de santé bulgare au cours du processus de démocratisation du pays dans les années 1990. Dans un premier temps, la réforme met en place un système de financement de type assurantiel, indépendant du budget de l'État, et instaure un système contractuel entre la caisse d'assurance et le secteur médical, introduisant un modèle inspiré de la tradition corporatiste ouest-européenne. L'auteur pose la question du sens, des effets et des usages des nouveaux mécanismes de financement que leur attribuent les acteurs administratifs et médicaux, au fil des évolutions de ce système, que ce soit pour introduire des contrôles budgétaires sur les dépenses de santé ou pour requalifier les processus de représentation du secteur médical lors de la négociation annuelle du contrat cadre national. Christophe Nosbonne concentre son analyse sur la transformation rapide d'un Conseil général français, qui doit organiser en quelques années une réforme en profondeur de son administration en vue d'un transfert de compétences étatiques vers le niveau départemental. Les processus de décentralisation, dans une logique parallèle à celle du NPM, sont censés placer au centre la relation de service aux citoyens et les intérêts de ces derniers. Au-delà du cas français, ce processus relève d'une dynamique plus large, soutenue par les institutions européennes, qui tendent à concentrer les compétences dites de souveraineté au niveau central et à déléguer les missions de service au niveau local, où une plus grande flexibilité et autonomie d'action peuvent favoriser une meilleure contextualisation des interventions et une responsabilisation des pouvoirs publics. L'auteur met en évidence les difficultés liées à la mise en œuvre de ce type de réforme, qui s'est dans son cas d'étude accompagné comme souvent d'une restriction de budget limitant les possibilités d'action discrétionnaire des autorités locales. Le travail de terrain de David Smadja s'intéresse à un dispositif innovant en matière de santé publique en France, les espaces éthiques régionaux, mis en place depuis 2011. Il cherche à favoriser des dynamiques de participation non pas au sein même de l'administration hospitalière, mais en ouvrant les espaces à des usagers extérieurs à ces lieux de pouvoir institutionnalisés, pour débattre de façon ouverte et plurielle sur les possibilités d'amélioration des pratiques. Il pose une double question. Le dispositif est-il compatible avec les réformes managériales en cours dans les hôpitaux ? Favorise-t-il une dynamique participative et démocratique, capable de dépasser l'asymétrie de pouvoir entre les médecins hospitaliers d'une part, les professionnels du soin et les profanes d'autre part ? Isabelle Caron analyse un autre processus de démocratisation de la gestion publique, celui qui sous-tend la mise en place du gouvernement ouvert au Canada. Ce concept illustre la dualité de la fonction de l'impératif néo-managérial de transparence, qui peut se décliner dans deux directions. Il est orienté tantôt vers les institutions de l'État lui-même, tantôt à l'externe, vers les citoyens. En l'occurrence, c'est bien la dimension externe que favorise le gouvernement ouvert. Caron entreprend ainsi d'évaluer dans quelle mesure le dernier Plan Canada améliore la capacité des citoyens à influencer les processus politiques par un meilleur accès à l'information gouvernementale et aux instances décisionnelles, pour in fine améliorer la qualité de la gestion publique, leur confiance dans cette dernière et la légitimité de l'État. Dernière analyse concrète d'un dispositif d'action publique, la contribution de Paul Fialkowski pose la question de la compatibilité de l'évaluation des politiques publiques avec les réformes administratives inspirées du NPM. Certains auteurs insistent sur le rôle de catalyseur joué par les réformes managériales, pour encourager l'institutionnalisation des pratiques d'évaluation. La logique de la performance appelle en effet naturellement la mise en place d'indicateurs et un contrôle systématique des résultats. Mais un deuxième courant considère au contraire que la mesure des performances telle qu'envisagée par le NPM tend à se limiter aux résultats immédiats de l'administration, output, plutôt que sur les effets de l'action publique, outcomes. Une telle myopie ne joue pas en faveur de l'évaluation des politiques à proprement parler, et ne favorise pas la responsabilisation politique des administrations. Appliquée au cas de la réforme de la Wallonie depuis les années 2000, la réponse de Fialkowski est nuancée. Loin du pessimisme du second groupe,
il souligne le processus d'acculturation à l'évaluation au cours de la dernière décennie, tout en reconnaissant la difficulté de mettre à l'œuvre les résultats d'évaluation dans une logique d'approfondissement démocratique. Chapitre 1 – Nouveau management public et démocratie. Une approche par les instruments. Joël Fissette. 1. Introduction. L'ouvrage classique de Dwight Waldo, The Administrative State 1948, montre à juste titre que les doctrines administratives modernes sont également, implicitement, des théories politiques. Le nouveau management public, NPM, dont l'influence n'a cessé de s'étendre au niveau mondial depuis les années 1980, pose ainsi lui-même le problème de sa signification politique et plus particulièrement, de sa compatibilité avec les principes de la démocratie libérale. NPM et démocratie renvoient en effet à deux ordres normatifs différents. On peut dire que le premier renvoie à une rationalité instrumentale, étant à l'agencement le plus efficace possible de l'appareil administratif, en s'inspirant tout particulièrement de l'expérience et des outils du secteur privé, Wood 1991. L'exigence démocratique correspond quant à elle à une rationalité en valeur, en vertu de laquelle l'organisation constitutionnelle des autorités ainsi que leurs actions sont déterminées par la volonté exprimée par les citoyens au travers notamment de l'élection de représentants, et ce dans un cadre de droits et principes fondamentaux garantis par une constitution, L. 2007. Or, une quête outrancière de l'efficacité des pouvoirs publics constitue un risque pour le plein exercice de la souveraineté populaire, Kirlin 1996, Kelly 1998. Empreintes de valeurs entrepreneuriales, les méthodes néo-managériales sont volontiers accusées de négliger la dimension collective de leur mission de service public et de marginaliser la parole des citoyens au profit de l'expertise gestionnaire ou de la main invisible du marché. Le NPM aurait dans cette perspective pour effet pervers de focaliser l'administration sur des tâches de reporting interne et l'atteinte d'objectifs chiffrés, plutôt que sur les attentes de la population, de techniciser le traitement des problèmes au détriment du débat public, de rendre opaque la prise de décision politique, etc. À l'inverse, les promoteurs du NPM mettent en avant le potentiel démocratique de certains de ces concepts, tels que l'orientation client, la responsabilisation des hauts fonctionnaires, la transparence, la mesure de la performance ou la participation. Il permettrait de la sorte l'émergence de voies démocratiques alternatives, venant pallier les imperfections des régimes représentatifs. Il a été proposé dans cet ouvrage de débattre de ces prétentions, non au niveau des principes théoriques du NPM, mais à celui des instruments concrets qui les matérialisent. On renvoie ici à la conceptualisation désormais bien établie dans la science politique francophone de l'instrument d'action publique, IAP, comme un dispositif socio-technique qui organise des rapports sociaux spécifiques entre puissances publiques et destinataires qui sont porteurs de valeurs, nourris d'une interprétation du social et d'une conception précise du mode de régulation envisagé. Lacombe, Le Gallès 2004/13. Selon Lacombe et Le Gallès, chaque choix de dispositif visant à résoudre un problème public, régulation, taxes, agence indépendante, nomenclature statistique, est lié à une définition proprement politique des relations entre État et société. Une approche du NPM par les instruments permet non seulement d'identifier les représentations sociopolitiques qui sous-tendent les composants de sa boîte à outils, mais d'évaluer leur impact réel au moyen d'enquêtes de terrain. La littérature politologique fournit en effet de nombreux exemples de résistance aux innovations du NPM, que celles-ci soient du fait des fonctionnaires, des élus, des partenaires des pouvoirs publics ou des groupes cibles, Lacombe, Le Bourris 2014. Il est dès lors essentiel, avant de prêter à tel ou tel dispositif des vertus démocratiques, de s'assurer qu'il n'est pas sujet à détournement, contestation ou neutralisation par certains acteurs au risque d'une perpétuation voire d'un renforcement des barrières entre sphères administratives et citoyens. Il est toutefois en un premier lieu nécessaire de procéder à un travail de délimitation. Quels concepts et outils faut-il rassembler sous l'étiquette du nouveau management public ? Le terme est en effet souvent utilisé de manière peu rigoureuse, au point d'y agréger toutes les modes administratifs de ces 30 dernières années. Le présent texte s'attachera d'abord à éclairer brièvement la notion d'instrument du nouveau management public, ou d'instrument néo-managérial.
La complémentarité possible entre le NPM et un exercice démocratique du pouvoir sera ensuite débattue au moyen d'une confrontation de certains de ces instruments les plus emblématiques, à 3 traits, que la théorie politique associe usuellement aux démocraties libérales contemporaines, L. 2006, Cohen 1971. Le premier de ces traits est l'implication du plus grand nombre des citoyens à l'élaboration et à l'adoption des lois et programmes qui les concernent collectivement, implication qui peut prendre 2 formes, directe, renvoyant notamment au prototype classique athénien, et représentative. Une première question que l'on posera ici est celle de la capacité des instruments néo-managériaux, notamment participatifs, à favoriser une inclusion directe des citoyens dans les processus de décision politique. Il ne peut être néanmoins négligé que, dans les faits, les régimes politiques modernes tendent à minorer l'importance de cette expression directe de la volonté des citoyens. C'est avant tout le choix et contrôle des représentants qui sont censés assurer une gouvernance démocratique des sociétés. Or, l'analyse des politiques publiques et la théorie des organisations ont décrit l'autonomisation vis-à-vis des élus des secteurs de politique publique et des administrations, structurés par des jeux organisationnels internes, Crozier, Friedberg 1977, Bardach 1977. Le nouveau management public, inspiré notamment de l'école du public choice, s'offre également ici comme une voie de responsabilisation des agents publics et de restauration du contrôle de l'autorité politique au travers de normes d'accountability et de transparence, Aucoin 1990. La prétention des instruments liés à ces 2 principes néo-managériaux à raffermir le contrôle des citoyens sur la marche des appareils politico-administratifs sera donc évoquée dans une autre section. Enfin, les démocraties contemporaines ont pour 3e caractéristique de garantir des droits et libertés individuelles permettant de contenir l'arbitraire potentiel des administrations. Il sera examiné en quoi le nouveau management public peut, même de manière marginale, renforcer ces garanties. Toutefois, on l'a dit, la plus-value démocratique d'un dispositif ne peut être estimée dans l'abstrait. Une dernière section reviendra donc sur la mise en œuvre de ces instruments, en se focalisant sur les dispositifs participatifs et les entraves qui peuvent contredire leurs objectifs affichés. 2. Le NPM au travers de ces instruments. Le nouveau management public est aujourd'hui influent dans tous les pays développés et à tous les niveaux de pouvoir, comme l'illustre dans le présent ouvrage le chapitre d'Alice Opadzian sur le système de santé bulgare et celui de Christophe Nosbonne sur l'action publique territoriale en France. Le terme est de ce fait employé de manière vague pour désigner toutes les innovations gestionnaires implémentées dans le secteur public, du moins celles qui apparaissent inspirées de près ou de loin par le monde de l'entreprise et les modes de gestion du secteur privé. La plupart des définitions du NPM prennent d'ailleurs la forme d'une énumération de principes d'action censément en rupture avec les pratiques administratives précédentes, ce qui tend à exagérer son homogénéité et à masquer la diversité de ses sources. École du Public Choice, Total Quality Management, Théorie des organisations, et de ses instruments. Un influent article de Christopher Wood publié en 1991 admettait ainsi que le nouveau management public est avant tout un slogan désignant un ensemble d'outils et de réformes administratives, développés dans les pays de l'OCDE depuis la fin des années 1970, et accompagnant une vague idéologique favorable à l'intégration de mécanismes de marché dans l'action publique et à une réduction de l'interventionnisme étatique. Wood 1991. Wood distingue 7 dimensions de ces changements, dont chacune peut être associée à des instruments spécifiques. L'autonomisation de la fonction des hauts fonctionnaires qui s'accompagne de la mise en place d'outils stratégiques et de mécanismes de responsabilisation. La généralisation de la mesure de la performance permise par l'élaboration de standards et indicateurs. L'accent sur le contrôle des résultats plutôt que celui des procédures et l'allocation des ressources en fonction de ces résultats, et ce au moyen des outils de pilotage et d'évaluation des administrations. La désagrégation du secteur public, qui s'opère par la création d'agences exécutives autonomes ou d'unités fonctionnelles autonomes. L'introduction de la compétition dans la production des services publics, notamment par voie de contractualisation ou de privatisation. L'emploi de dispositifs managériaux issus du secteur privé et l'assouplissement du statut des fonctionnaires,
la discipline budgétaire et la maîtrise des dépenses publiques. Wood rappelle par ailleurs que ces grands axes ne se sont pas développés dans la même mesure ou selon le même rythme dans chaque pays affecté par le NPM. La dépendance au sentier institutionnel, les traditions politiques, les cycles électoraux ou le contexte économique ont abouti à des modèles différents plutôt qu'à une uniformisation des pratiques administratives. Boucaer, Polite 2011, Kettle 2005. Cette diversité des trajectoires nationales explique le nombre et l'hétérogénéité des instruments qui se revendiquent de près ou de loin du nouveau management public. Un même nom, indicateur de performance, démarche qualité, contractualisation, pouvant par ailleurs désigner des applications fort différentes. Ainsi, les instruments déployés dans les pays anglo-saxons sont les plus marqués par le néolibéralisme et l'idéologie du marché. Une des influences majeures ici est l'ouvrage de Gabler et Osborne, Reinventing Government, 1992. Celui-ci propose une liste de 10 principes de réorganisation administrative. Séparation entre décision politique et exécution des programmes publics, steering rather than rowing, notamment par des délégations de services publics à des sociétés mixtes, des partenariats publics-privés, etc. Empowerment des populations et inclusion des clients, particuliers, associations, entreprises, églises, dans l'élaboration ou la mise en œuvre des programmes publics. Mise en compétition de la délivrance de services aux citoyens et fin des monopoles publics. Transformation des organisations publiques, axée sur les procédures, en organisations axées sur les missions. Financement des administrations en fonction des résultats sur la base d'indicateurs de performance. Gestion orientée client. Gestion entrepreneuriale des administrations, afin qu'elles financent elles-mêmes leurs programmes par des taxes, droits d'utilisation ou investissements, anticipation des problèmes publics et proactivité, décentralisation et gestion participative des administrations, utilisation du marché comme outil de changement. Ces conceptions inspireront notamment aux États-Unis le Government and Performance Results Act de 1993, instituant l'obligation pour les agences exécutives de développer des plans stratégiques sur base d'indicateurs de résultats et de produire des rapports de performance annuels. Mais Osborne et Gabler ne font dans leur ouvrage que synthétiser des idées déjà débattues et appliquées, notamment au Royaume-Uni. Dès les années 1980, le gouvernement Thatcher initie la privatisation de nombreuses entreprises publiques et l'introduction de mécanismes de concurrence et de benchmarking dans les administrations de la santé et de l'éducation. Gamble, 1994. En 1988, le programme Next Steps initie la création de nombreuses agences exécutives unifonctionnelles, affranchies dans une large mesure des règles de la fonction publique et pilotées à l'aide d'indicateurs de performance. L'initiative Citizens Charter en 1991, quant à elle, incite les administrations et collectivités locales à prendre des engagements formels vis-à-vis de leurs usagers en termes de qualité de prestation, de délai, d'accueil, d'information, etc. Des instruments semblables sont expérimentés quasi simultanément en Nouvelle-Zélande et en Australie. Sous d'autres cieux, par contre, le NPM aura semblé renouveler l'administration classique et réaffirmer l'autorité du politique plus que la contester. L'adoption d'un même langage réformateur ne mène donc pas inévitablement à la dissolution de l'État, ou au tout au marché. Les gouvernements de pays continentaux comme la France ou la Belgique, par exemple, semblent avoir vu dans le NPM avant tout une voie de rationalisation des processus internes à l'administration au moyen de contrats de gestion, de démarches qualité, de techniques de management des ressources humaines, profil de fonction, primes de motivation, flexibilité des affectations, s'inscrivant dans le modèle de l'État néo-wébérien décrit par Boucaer et Polite, 2011. La nouvelle architecture budgétaire introduite en France en 2001, la loi organique sur les lois de finances, ou LOLF, qui réorganise l'allocation des ressources au sein des administrations et met en place un certain nombre d'indicateurs de résultats, a été présentée comme une révolution managériale. Pour autant, l'autonomie que cet instrument accorde aux gestionnaires locaux reste minimale et il n'a en rien remis en cause le centralisme français, Troza 2006. En Belgique, l'administration fédérale a connu au début des années 2000 l'ambitieux plan Copernic qui prévoyait notamment une restructuration organisationnelle des ministères, l'élaboration de plans stratégiques par le gouvernement et par chaque ministre, le remplacement des cabinets ministériels par des cellules stratégiques,
la nomination des hauts fonctionnaires par mandat, l'appel à des managers du secteur privé ainsi que de nouvelles procédures de rémunération et des apostrophes. Évaluation de Vischer 2004, Dierix 2009. Il est toutefois généralement considéré que le plan Copernic a échoué dans son objectif essentiel, qui était de transformer les relations entre politique et administration. Il convient par ailleurs de noter que le principal axe de réforme ces dernières années a été le transfert massif de compétences fédérales vers les régions et communautés, et que l'application des solutions néo-managériales a été inégale selon les niveaux de pouvoir. Il est généralement reconnu que les réformes, en termes de gestion des ressources humaines notamment, ont été plus précoces et profondes en Flandre, Brand de Vischer, Van Coppenole 2006, Petitjean 2013. Ce très rapide et incomplet panorama se veut une illustration de la diversité des instruments néo-managériaux. S'il est un trait qui unit ces derniers, c'est la vision du gouvernement des sociétés qui les sous-tend. Ils s'inscrivent de manière transparente dans une défiance généralisée vis-à-vis de l'État et de ses principes d'organisation hiérarchique, et dans une valorisation inverse de la sphère des activités privées, société civile ou marché. C'est sous cet angle que fait sens le rassemblement sous l'étiquette du nouveau management public de la délégation de services publics, des partenariats publics-privés, de la décentralisation administrative, de la responsabilisation des managers publics, de dispositifs participatifs, des chartes d'usagers, des comités d'éthique, etc. En effet, tous ces instruments visent parallèlement à réduire le champ d'intervention directe de l'État, à accent aigu articuler ses relations avec les acteurs non étatiques en un sens moins coercitif et plus conventionnel, à accroître le regard des citoyens sur ces pratiques, etc. Le nouveau management public rejoint ainsi le libéralisme classique pour déclarer l'État à la fois inefficace et arbitraire. Pour certains, le marché est mieux à même d'appréhender les attentes des usagers et d'y soumettre l'appareil politico-administratif, et constitue en cela un vecteur de démocratie. Cette vision très anglo-saxonne est concurrencée par des dispositifs plus participatifs, visant à faire émerger une opinion collective des populations au niveau local par voie de délibération. L'alternative entre ces deux formes de prise en compte de la voix des citoyens, aux présupposés politiques très nets, est parfois synthétisée sous la forme d'une opposition entre forum et marché, De Leon 2005, Ben 2002. 3. Les instruments néo-managériaux entre forum et marché. Un grand nombre d'instruments néo-managériaux reposent ainsi sur une conception de la démocratie comme un marché, au sein duquel les citoyens clients échangent leur vote contre des biens collectifs. Dans cette perspective proche de l'école du public choice, l'adéquation entre la demande de services de la population et l'offre existante est le signe d'un processus politique optimal. On a déjà indiqué que la première de ces approches est dominante dans les pays anglo-saxons. Ainsi, les réformes du National Health Service (NHS) britannique entreprises par Margaret Thatcher ont tendu à mettre en compétition fournisseurs publics et privés de soins médicaux au sein d'un quasi-marché pour l'obtention de financements publics, Greener 2002, Parkinson 2004, Wilsford 1994. Toutefois, toute organisation a besoin pour créer une offre de services adéquate de connaître les exigences des consommateurs. Les agences locales de santé ont donc été amenées à développer des batteries d'indicateurs et de dispositifs d'évaluation inspirés notamment du Total Quality Management. Enquête de satisfaction, sondage, standards de performance, comparatifs entre hôpitaux. La mise en place d'outils de benchmark permettant aux usagers de comparer objectivement les prestataires potentiels est également conçue comme indissociable de la mise en concurrence des fournisseurs de services publics. Cela peut être également observé dans le système des charter schools américaines, ces écoles privées financées sur fonds publics qui sont en concurrence sur une même zone pour attirer le plus grand nombre d'élèves. Il est explicitement supposé ici qu'une gestion entrepreneuriale permet simultanément d'améliorer l'offre d'enseignement et d'en réduire les coûts. Et là aussi, la diffusion de données sur les résultats de chaque établissement et la réalisation d'évaluations nationales, par la National Alliance for Public Charter Schools, certaines universités ou encore certains groupes de recherche spécialisés comme le Center for Education Reform sont au cœur du dispositif. Dans une optique néo-managériale,
Ces systèmes peuvent être décrits comme relevant d'une ingénierie démocratique dans la mesure où ils semblent restaurer la possibilité du choix individuel contre la contrainte que constituerait le monopole des administrations sur la production des biens publics. Toutefois, la limite de leurs apports politiques apparaît aisément. De tels instruments appréhendent en effet les bénéficiaires comme des consommateurs individuels et égoïstes de biens et de services, plutôt que comme des citoyens travaillant ensemble à des fins collectives. Parkinson 2004 sur 381, et la volonté générale comme l'agrégation de préférences individuelles prédéterminées et intangibles. La mesure de ces préférences par des dispositifs fermés est le plus souvent quantitatif, tels que les questionnaires de satisfaction, cantonne la population dans un rôle purement réactif et ne permet pas d'atteindre de nouveaux consensus politiques contraignants pour les autorités. Le Customer-Driven Government, qui confie au marché le soin d'impulser l'action publique, mène en ce sens à un déni de citoyenneté. De Leon Denard 2000 sur 94. À cette approche s'oppose une vision de la démocratie comme forum, au travers de mécanismes d'engagement et de délibération incluant la population dans la prise de décision. Jury citoyen, conférences de consensus, budget participatif, conseil de quartier, référendums locaux, policy planning participatif, évaluation pluraliste, town meeting, public hearing, dîner communautaire, website interactif, Fruer Rowe 2005. Une littérature importante décrit tous les effets attendus de ces instruments, Berer 2011. Dialogue entre expertise bureaucratique et profane, Fisher 1991. Construction d'un monde commun entre logique d'action hétérogène, Barth, Callon-Lacombe 2001, apprentissage social, transparence et légitimité de l'action publique, confiance accrue entre population et autorité, etc. Il convient de noter que l'appartenance au monde du nouveau management public de ces instruments, qui ne sont pas toujours explicitement rapportés par leurs promoteurs aux objectifs d'efficacité et d'efficience, n'est pas reconnue par tous les auteurs, Groening 2001 sur 2. Toutefois, le succès du NPM et de sa critique radicale de la bureaucratie a favorisé dans une large mesure celui de la participation, qui fait notamment partie des bonnes pratiques recommandées par l'OCDE, au même titre que privatisation et dérégulation. L'exemple du système de santé britannique est là encore éclairant. Après la mise en place par le gouvernement Thatcher du modèle compétitif décrit plus haut, qui n'offrait qu'un accès limité des citoyens à la prise de décision, l'arrivée au pouvoir du gouvernement Blair entraîne à la fin des années 1990 l'introduction de Citizens Jury dotés d'une réelle faculté de délibération et d'influence sur la définition des programmes publics et l'allocation des ressources. Coote, Lenagan 1997. Ces jurys sont constitués de groupes de 12 à 24 citoyens ordinaires, sélectionnés sur critères de genre, d'âge, d'appartenance ethnique, en charge d'entendre les différentes parties à un problème spécifique et sur la base des preuves rassemblées, de formuler des recommandations. Se retrouve ainsi ici un certain nombre d'éléments propres aux assemblées démocratiques, notamment l'égalité de parole entre toutes les parties intéressées, et la construction argumentée d'accords raisonnés. Ces instruments apportent donc, en apparence du moins, une voie plus effective d'expression de la volonté des citoyens. Mais cette opposition entre forum et marché est à nuancer. Même les procédures en apparence les plus égalitaires cantonnent en effet souvent implicitement les interlocuteurs à une évaluation individuelle des programmes et institutions existants. Il conviendrait donc plutôt, pour rendre compte du lien démocratique que peuvent générer les instruments néo-managériaux, de concevoir un continuum permettant de classifier ceux-ci selon l'intensité de l'interaction établie entre autorité et population. Il a été dit plus haut que les approches de type public choice s'appuient volontiers sur des méthodes d'enquête de marché, qui maintiennent les clients dans un statut d'échantillon à étudier. Mais les dispositifs censés engager de manière plus active les populations offrent à celles-ci des degrés très divers d'influence sur l'action publique. Il est ainsi fréquent d'établir une distinction entre dispositifs d'information, de consultation ou de participation. L'information constitue une communication unilatérale et minimise les interactions entre administration et public. La consultation est un dialogue dont les conclusions sont parfois contraignantes pour les autorités, mais ces dernières conservent la maîtrise de l'agenda. La participation fait du public un partenaire égal de la délibération et l'associe à l'élaboration des politiques.
Il est évident que les rapports sociaux institués renvoient à des perceptions différentes de la légitimité de l'action publique. Les dispositifs d'engagement du public, selon le degré d'agency qu'ils allouent aux populations, au travers de la sélection de leurs représentants auprès des autorités, de la maîtrise de l'agenda des délibérations, du caractère impératif des recommandations, s'approchent donc plus ou moins de l'idéal démocratique de participation directe des citoyens à la prise de décision politique. Le tableau ci-dessous présente une progression dans l'inclusion des destinataires des programmes publics, menant d'une assimilation de ceux-ci à des clients sur un marché des biens publics à des citoyens coproduisant l'action publique sur un pied d'égalité. Les instruments mentionnés ici à titre d'exemple peuvent évidemment parfois remplir plusieurs fonctions. Ne sont par ailleurs prises en compte ici que des formes de participation directe de la population, et non les partenariats de type corporatiste associant certains acteurs, syndicats, associations, à la coproduction de politiques publiques sectorielles, particulièrement dans le secteur du droit du travail, de l'environnement, de la lutte contre les discriminations. Tableau 1. Type d'interaction entre autorités et population. Il est néanmoins à noter qu'au total, ces instruments ne peuvent contribuer au processus démocratique qu'au niveau local ou sectoriel. La principale forme de légitimité politique demeure dans les démocraties occidentales l'élection de représentants, auquel est en retour est confiée la tâche de surveiller l'action d'un appareil administratif de plus en plus complexe, opaque et autoréférentiel, ainsi que d'opérer les arbitrages nécessaires entre les espaces de co-production des politiques publiques. Les réformes néo-managériales offrent toutefois des ressources aux élus pour renforcer ce contrôle, au travers notamment de la responsabilisation des managers publics. 4. Responsabiliser l'administration. Accountability et transparence. Selon Aucoin, 1990, le NPM s'appuie sur deux courants, l'école managérialiste, soucieuse d'efficacité de l'administration, et celle du public choice, dont un des objectifs majeurs est le rétablissement de l'autorité des politiques sur des bureaucraties supposées trop indépendantes. C'est cette seconde démarche qui peut être considérée comme relevant d'une ambition démocratique. Deux principes s'appliquent ici plus particulièrement. Le principe d'accountability soumet plus étroitement l'activité des managers publics aux instructions du pouvoir politique, en imposant notamment une information systématique sur l'emploi des ressources et sur les résultats obtenus. Il permet donc à un certain degré de contrer la tendance des bureaucraties à faire primer leurs enjeux internes sur l'intérêt général censément défini par les élus. Il participe également à la concrétisation du principe de transparence, qui implique la diffusion généralisée de données sur l'action publique auprès, non seulement de la hiérarchie politique, mais également de l'opinion. La transparence permet ainsi aux citoyens de constater les éventuels dysfonctionnements de l'administration et de formuler des jugements politiques éclairés quant à la gouvernance des affaires publiques, Audria 2004. C'est en ce sens que ces normes initialement vouées à accroître l'efficacité des services publics peuvent être considérées comme constituant des soutiens au bon fonctionnement de la démocratie représentative. Il est toutefois nécessaire de préciser les implications de ce concept d'accountability, qui n'a pas de traduction française adéquate. Les formules reddition de comptes, restitution de comptes ou redevabilité, parfois employées, mettent en avant sa dimension comptable au détriment de sa dimension politique. Hermé 2010. L'accountability est avant tout une relation sociale dans laquelle un acteur ressent une obligation d'expliquer et de justifier sa conduite. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.